Bonjour tout le monde, aujourd'hui je voulais parler du conflit d'intérêts qu'il y a eu dans l'affaire Marvel Fitness, le jugement au tribunal de Versailles de l'affaire Marvel Fitness et du conflit d'intérêts de l'avocate Lauralis, de la partie civile, mais aussi de sa famille qui travaille en justice et de ses relations dans la justice parce que beaucoup ont parlé de bras longs. Donc des preuves ont été apportées par Marcus Diativy qui est un excellent enquêteur du web internet. Il apporte toutes les pièces, les documents, surtout à partir de la 25e minute parce qu'il a fait une vidéo de 47 minutes. Donc avant toute chose, je tenais à dire que je vais développer mon avis personnel. Face à les documents qu'il apporte, je vais apporter quelques précisions en plus. Ça ne tient qu'à moi, que mon avis personnel. Ça m'arrive de me tromper, l'erreur est humaine. Si dans ce cas je me trompe, j'effectuerai une vidéo démentie que je mettrai en lien dans le petit i en description partout à la fin de la vidéo, tout ça. Donc avant de commencer, je tenais à dire aussi que je suis contre toute forme d'harcèlement et je suis contre les insultes et aussi contre les menaces. On peut très bien ne pas être d'accord et argumenter, parler sans menacer, sans insulter. Et aussi dire que Marvel Fitness a sa grosse part de tort dans cette affaire, a sa grosse part de tort, même si la sanction semble disproportionnée. Donc j'étudie le sujet depuis pas mal de temps, depuis le début de l'affaire. Voilà, je suis le fitness même avant que Thibaut Inchep commence dans le fit game. Oui, il y avait des chaînes avant qui commencent, on peut en parler dans les commentaires. Donc j'ai suivi cette affaire depuis le début, tout ça, mais c'est pas le sujet. Là on va parler de Lauralis et du conflit d'intérêts. Donc vous allez me dire, Nas Fitness, c'est quoi un conflit d'intérêts? Ben, je vais vous répondre. Un conflit d'intérêts, c'est un conflit d'intérêts qui concerne les intérêts tout simplement. Donc dans la déontologie des avocats, un avocat doit garder une certaine indépendance avec son client, une certaine indépendance, mais aussi une loyauté, mais surtout une indépendance. Donc tu peux pas être plaignant et avocat à la fois parce que tu n'as plus cette indépendance. Donc ce conflit d'intérêts existe réellement parce que Lauralis fait partie de la partie civile plaignante et avocate à la fois. Et une fois qu'elle a été plaignante, elle s'est fait représenter par un avocat. Elle a enlevé sa robe d'avocate. C'est une première, il me semble. Je suis pas sûr. Rectifiez-moi en cas. Je pense que c'est une première. Donc, qui peut refuser ça avant le jugement? Ben, c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris. Et on voit bien en plus que celui-là qui l'a représenté lorsqu'elle est partie dans la partie plaignante, c'est exactement Christian Charrière-Bournazel, qui était justement bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris de 1er janvier 2008 au 1er janvier 2010, mais il ne l'est plus aujourd'hui. Donc on va se renseigner maintenant sur qui est actuellement le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris qui a permis ce conflit d'intérêts. L'actuel bâtonnier, c'est Olivier Cousy qui est actuellement en train d'exercer. Et ce même Olivier Cousy sur France Inter avait dit qu'il était contre les conflits d'intérêts. Et même un certain avocat qui était lié de loin, voilà, il avait préféré qu'il n'exerce pas parce qu'il n'avait pas cette indépendance avec son client, qu'il était un peu partie prenante. Mais là, c'est pire, il a autorisé une plaignante et faire avocate et plaignante, c'est pire comme conflit d'intérêts. Donc vous pourrez retrouver ces preuves-là dans la vidéo de Marcus Dia qui est en description actuellement. Vous cliquez sur le petit lien bleu, je crois que c'est à la 30e minute, quelque chose comme ça. Donc aussi quelque chose qu'a fait Marcus Dia parce que Marvel Fitness, il a dit que Olivier Cousy a liké ses photos. Effectivement, on retrouve Olivier Cousy et sa femme, Madame Cousy, comme amis de Lauralis. Bon, ils ont le droit d'être amis, c'est pas un problème. Mais sachant que quelqu'un qui est vraiment un bâtonnier, qui est vraiment contre les conflits d'intérêts, pour moins que ça, il n'a pas autorisé un avocat à défendre un certain client. Là, c'est un avocat qui est client à la fois. Donc, c'est étonnant. Donc, le conflit d'intérêts, il est clair. Le conflit d'intérêts, il est clair. Donc, Marvel Fitness va faire appel pour ces irrégularités. Il paraît qu'il y a eu 27 ou 16 irrégularités
qui ont été notés par l'avocat de Marvel Fitness, et au pire ça passera en cassation. Et on va voir la cassation aussi, parce que ce qu'on a su, ce qu'on a appris, c'est que le père de Loralis est un juriste, est un juge. Et ce qu'on apprend justement, c'est qu'il est en cour de cassation. Il exerce en cour de cassation. Du moins, apparemment, si j'ai bien compris, en cour de cassation, il est président du groupe de travail de l'autonomie financière et de l'autorité judiciaire, monsieur Michel Bouvier. Donc vous allez me dire, Nas Fitness, c'est quoi une cour de cassation? Une cour de cassation, ben c'est une cour de cassation. C'est une cour pour casser. Je t'ai cassé. Dans trêve de plaisanterie, la cour de cassation, c'est... Comment dire? Vous voyez, il y a les juges, ils sont là. On va dire, il y a les juges, ils sont là. Il y a la cour d'appel, elle est là. Et il y a la cour de cassation, elle est là. Il n'y a pas plus haut que la cour de cassation. Vraiment, c'est le must du must, la cour de cassation. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de la cour de cassation? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Si, on va peut-être dire le ministre de la Justice. Voilà. Au-dessus de la cour de cassation, il y a le ministre de la Justice, voire l'État, le président. Mais en justice elle-même, il n'y a pas au-dessus de la cour de cassation. Donc, n'importe quel juge d'en bas rêverait d'être déjà d'atteindre la cour d'appel. Donc il me semble déjà pour être juge de la cour d'appel, il faut être un juge hyper réputé avec énormément d'expérience, voire dit au doyen, ou c'est la cour de cassation aussi, un truc comme ça. Là peut-être je me trompe, je suis pas sûr. Pour intégrer la cour de cassation, voilà, faut être le must du must, faut avoir une carrière irréprochable, tout ça. Bon, le tribunal de Versailles est très connu dans le 7-8, dans le Vésiné, comme étant un tribunal très sévère, très dur. Là, je me suis dit, Marvel, il est cuit, parce que s'il y a l'appel qui est refusé, ils peuvent toujours demander un examen du dossier en cour de cassation. Et en cour de cassation, il y a personne. Il y a juste les juges de cour de cassation et les documents. Donc, la cour de cassation, c'est les juges des juges. Mais ils ne peuvent juger que sur les vices de forme et vices de procédure. Voilà. Et il y a une raison à tout. S'il y a des lois qui sont écrites aujourd'hui en France, s'il y a des vices de procédure qui annulent des jugements, ce n'est pas pour rien. Je vais prendre un exemple dans cette affaire. Voilà, la prescription des preuves audiovisuelles des médias. Pourquoi aujourd'hui un média qui a plus de 3 mois, voilà, un média qui a plus de 3 mois, qui a été publié 3 mois avant ou 4 mois avant, tu ne peux plus le poursuivre, sauf en cas de racisme. C'est pour une raison très simple. Si on devait faire ça, remonter, fouiller tous les dossiers pendant 10 ans, la moindre erreur du moindre journaliste, du moindre directeur de publication, qu'on remonte à 10 ans, 15 ans, 5 ans, 4 ans, ben, plus personne ne ferait ne voudra faire directeur de publication et plus personne ne voudra faire journaliste. C'est pour protéger cette profession un peu. Parce que l'erreur peut arriver, mais en plus, bon, si ça a passé 3 mois, qu'il n'y a personne qui a porté plainte au bout de 3 mois, c'est que soit c'est passé inaperçu, soit c'est pas si important. Mais vous imaginez, des journalistes qui écrivent 3, 4, 10 articles par semaine, ça pendant 10 ans, vous imaginez si on devait remonter, bon, on peut remonter à 1 an pour le racisme. Après, il y a prescription, on ne peut plus porter plainte à ce sujet. Donc si on a fait des lois et des jurisprudences, c'est bien pour quelque chose. C'est comme la jurisprudence concernant l'humour. La satire, tout ça. La satire, on a le droit de diffamer, d'insulter, parce que ça fait partie de la satire. S'il n'y avait pas ces jurisprudences, ben, plus personne ne ferait humoriste. Là, on parle de nos libertés quand même. Plus personne ne ferait humoriste, donc on n'aurait aucun humoriste, aucun humour sur toutes les chaînes de télévision. Parce que le moindre humour pourrait être poursuivi pour diffamation, pour insulte, etc. Donc si on a fait des lois, c'est que ça sert à quelque chose. Par contre, les juges ont le droit d'avoir une certaine intelligence. Sinon, ça serait des robots. On appuie sur un bouton, ting, et il y a la condamnation qui sort de l'ordinateur. On n'aurait plus besoin de juges. Ils ont le droit
de faire preuve d'intelligence, bah à ce moment-là, ils auraient poursuivi aussi Aline pour harcelation à caractère sexuel avec faux et usage de faux. Il aurait poursuivi aussi pour diffamation à caractère sexuel concernant. Il aurait aussi condamné, selon la loi Chiappa, à une demande de raid de cyberharcèlement concernant le compte Instagram de Marvel Fitness qui a sauté. Si tu fais preuve d'intelligence humaine, fais preuve aussi d'intelligence humaine de l'autre côté. Voilà, la justice, on dit, c'est une balance. Donc ça aurait peut-être un peu, tu vois ce que je veux dire, ça aurait peut-être un peu plus équilibré la balance de la justice, qui je pense a été très lourde. Voilà, ils ont eu la main très lourde sur Marvel Fitness. Moi je pense qu'un simple sursis aurait suffi tout simplement. Donc là, il est question de nos libertés. Dans le fitness, ils sont choqués, ça c'est clair, mais pas que le fitness. Parce que demain, tu vas faire une vidéo sur quelqu'un, ce quelqu'un va le prendre mal, une vidéo d'humour, de critique constructive. Ou quoi que ce soit, où tu vas dire voilà il faut faire comme ça, l'autre il va dire non il faut faire comme ça connard, non pauvre con, et ça s'enchaîne. Quand on voit certains conflits de voisinage qui durent des années et des années, certains conflits de voisinage, ils durent des années à s'insulter, à se regarder de travers, tout ça, pourtant ils ne sont pas condamnés, les partis ne sont pas condamnés. On essaie de trouver des médiateurs, tout ça, parce que ça en vient parfois aux mains. Là, quand ça en vient aux mains, ça part en justice, tout ça. Des fois, des plaintes de conflits de voisinage ne sont même pas acceptées par certains tribunaux. Il faut prendre des avocats ou aller dans un petit poste de police municipale pour qu'ils reçoivent ta plainte et reçoivent la partie adverse, par exemple. C'est juste un exemple. Donc, si Marvel Fitness avait porté plainte contre Aline, voilà, ça... elle aurait été inculpée des faits que j'ai cités juste avant. Donc conflit d'intérêt il y a. J'ai bien peur qu'en cours de... Si un jour Marvel devait aller en cours de cassation, je pense que les dés seraient pipés. Parce que peut-être que le père de Loralis a une certaine influence, comme je vous dis, et la cour de cassation, c'est la cour de cassation. Il n'y a pas plus haut à part le ministre de la Justice et le président de la République. Il n'y a pas plus haut en point de vue magistrat. Donc je pense aussi que certains en cours d'appel, qu'ils ont galéré pour arriver en cours d'appel ou en cours de cassation, je pense que voilà, ils essaieront d'être le plus juste possible sur la forme, c'est ça, sur la forme, sur les papiers. La forme c'est les papiers, le fond c'est les paroles des gens, les témoignages, tout ça. Un truc de ce genre là. Je pense, voilà, c'est ce que j'avais à dire, conflit d'intérêts, relations. Vous pouvez aller voir la vidéo de Marcus Dia qui est très pointilleux. Lui, il apporte les preuves à chaque fois, des documents et des trucs, tout ça. Des documents datés en général, tout ça. Parce qu'on sait bien que dans l'accusation contre Marvel Fitness, beaucoup de pièces sont pas datées, ou il y a prescription sur certaines pièces qui datent de 3 mois avant la plainte initiale. Un truc de ce genre-là. Donc dans tout le dossier, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à enlever. Ce qui n'enlève pas les torts qu'il y a de Marvel Fitness, qui à chaque courrier, à chaque mail, à chaque contact, il a explosé, il a pété les plombs. Déjà que c'est un personnage déjà qui réagit au quart de tour. Alors quand c'est quelque chose qui l'estime injuste, c'est encore pire. Voilà, pour finir cette vidéo, je pense qu'un sursis, ça aurait été plus profitable aux deux parties, un sursis, c'est-à-dire qu'il aurait une épée de Damoclès, il reparle de ça, bim, et une bonne amende, quelques milliers d'euros. Je pense que ça aurait été suffisant, ça aurait calmé tout le monde, alors que c'est pire actuellement en fait. En fait, la vague d'harcèlement qui se reçoivent, la partie plaignante, est pire que celle d'avant. Donc comment peuvent-ils dire qu'ils sont soulagés alors qu'ils reçoivent encore plus de commentaires qu'ils n'en recevaient avant? Ça se voit, j'ai suivi depuis le début de l'affaire, je vois le fil des commentaires. Bon, ils en ont effacé beaucoup. J'ai halluciné tout ce qu'ils se sont pris comme message, certains juste des hashtags Free Marvel, juste libérer Marvel, mais aussi des insultes, tout ça, et le nombre est immense. Le nombre est
immense. On peut parler aussi de la loi Chiappa, tout ça. Peut-être je reparlerai de la loi Chiappa et du monde du fitness dans une prochaine vidéo, je pense. Vous voyez, j'ai donné un avis sans insulter, sans menacer. J'ai mon avis, je l'exprime. Et tous les jours, on a des nouveaux éléments. J'enquête là-dessus. Et tous les jours, j'enquête par mes propres moyens. Et tous les jours, on a des nouveaux éléments là-dessus. Des nouveaux témoignages, parties adverses, tout ça. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt. J'essaierai de parler du monde du fitness par rapport au harcèlement, de passer à autre chose, de parler d'autre chose. Allez, tchuss.